C'est un vendredi soir, tranquille, à Isla Vista, en Californie. Un quartier habituellement calme, où des étudiants déambulent dans les rues, en discutant et en riant après une semaine de cours. Mais à 21h27, tout bascule. Un coup de feu sec et assourdissant déchire la sérénité de la soirée. Une panique soudaine se répand comme une traînée de poudre. Les passants s'arrêtent, se regardent, figés avant que la peur ne les envahisse. Un cri perçant résonne dans la nuit, suivi par un autre. Une voiture noire accélère, tourne brutalement à l'angle d'une rue, et sans avertissement, d'autres coups de feu éclatent. Les étudiants autour se jettent au sol. Certains tentent de fuir, mais dans la confusion totale, les coups de feu retentissent à nouveau, touchant des corps, sans méfiance, qui s'effondrent dans la rue. Le bruit des pneus qui crissent, des sirènes qui approchent au loin. Isla Vista, en quelques minutes, est plongée dans le chaos le plus total. 6 morts, 14 blessés, et la question qui reste en suspens, pourquoi ? Qui est derrière cette nuit de terreur ? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit torturé d'Elliot Rodger. Elliot Olivier Robertson Rodger est né le 24 juillet 1991 à Londres, au sein d'une famille aisée. Son père, Peter Rodger, est un réalisateur connu, ayant travaillé sur des films à succès comme Hunger Games. Sa mère, Lee Chin, est d'origine malaisienne et travaille dans l'industrie du cinéma. Le couple semble avoir une vie privilégiée. Tout change lorsque Elliot a 6 ans. La famille déménage à Los Angeles, un monde bien différent pour le jeune garçon. Rapidement, Elliot montre des signes de difficulté sociale. Il est décrit par ceux qui l'ont connu comme un enfant introverti, mal à l'aise avec ses pairs. Ses parents, inquiets, l'emmènent voir plusieurs psychologues. Diagnostiqué comme autiste de haut niveau, il a des difficultés à comprendre les interactions sociales et à nouer des liens. Malgré cela, il rêve d'une vie où il serait populaire, aimé, admiré. Ses problèmes ne font que s'aggraver avec le temps. À l'adolescence, ses complexes prennent racine. Il se sent rejeté, ignoré par les filles, constamment comparé à ses camarades plus extravertis. Ce sentiment d'isolement et d'injustice se renforce alors qu'il entre au lycée. Elliot devient de plus en plus replié sur lui-même. Il trouve refuge dans les jeux vidéo, passant des heures, voire des journées entières sur des jeux en ligne comme World of Warcraft. Là où il peut échapper à la réalité et contrôler un monde virtuel où il se sent puissant, où les règles sociales n'ont plus d'emprise sur lui. Mais en dehors de cet univers, sa frustration grandit. Il regarde ses camarades de classe s'épanouir, avoir des relations amoureuses, tandis que lui reste à l'écart, invisible. En parallèle, à l'âge de 13 ans, il découvre la pornographie en ligne. Ce choc crée chez lui un profond dégoût, mais aussi une obsession. Il se sent encore plus en dehors du monde normal, comme si il était condamné à ne jamais connaître l'intimité ou l'amour. Cela le pousse à développer une haine grandissante envers les femmes, mais aussi envers les hommes qu'il considère comme ses rivaux, ceux qui réussissent là où lui échoue. Les années passent, et au lieu de s'intégrer à la vie universitaire, Elliot s'enferme dans ses pensées sombres. Il ressent un profond sentiment d'injustice, convaincu que le monde lui doit quelque chose. Sur ses réseaux sociaux, ses vidéos et ses journaux, il commence à partager ses frustrations avec le monde. Ce ne sont pas de simples plaintes, ce sont des manifestes d'une haine profonde. Il parle de sa solitude, de son ressentiment envers les femmes, qui selon lui ne veulent pas de lui, et de sa jalousie envers ceux qui réussissent à avoir une vie amoureuse. Ses parents, inquiets, tentent plusieurs interventions. Ils lui proposent de voir des psychologues, de prendre des médicaments, mais Elliot refuse de s'ouvrir. En apparence, il semble simplement être un jeune homme solitaire. Mais en coulisses, son esprit sombre est dans une spirale dangereuse. En 2013, un an avant le drame, il achète ses premières armes à feu. Discrètement, sans éveiller les soupçons. Son plan commence à prendre forme, et son ressentiment se transforme en haine pure. Quelques jours avant l'attaque, Elliot publie un document de 137 pages, intitulé « My Twisted World », dans lequel il détaille sa vie, ses frustrations, et surtout ses plans pour ce qu'il appelle sa revanche. Dans ce manifeste, il explique pourquoi il pense que le monde est injuste
et pourquoi il mérite l'amour des femmes, et pourquoi il veut punir ceux qui, selon lui, ont volé sa chance d'être heureux. Ce texte devient une véritable bombe à retardement. On y voit clairement ses délires de grandeur, ses obsessions violentes et ses désirs de vengeance. Il parle de ses fantasmes, de ses massacres, de ses envies d'infliger de la souffrance à ceux qui, dans son esprit, l'ont fait souffrir. Le vendredi 23 mai 2014, il met son plan à exécution. Avant de commencer son massacre, il enregistre une vidéo intitulée « Elliot Rodgers Redistribution », où il annonce au monde son intention de punir toutes les femmes et de détruire ceux qui l'envient. Ce dernier message est une confession glaciale de sa haine et de son désir de vengeance. Ce 23 mai 2014 est une journée qui, pour les habitants d'Isla Vista, commence comme toutes les autres. Rien ne laisse présager que ce vendredi soir basculerait dans l'horreur. Mais pour Elliot Rodgers, cette journée est tout sauf ordinaire. Elle marque l'apogée de son plan, soigneusement prémédité depuis des mois, un plan de vengeance qu'il a nourri, peaufiné et documenté dans son manifeste ainsi que ses vidéos. Ses pensées sont fixées sur ce qu'il appelle le jour de la rétribution, une idée qui a germé dans son esprit, torturé au fil des années. Dans la matinée, Elliot met la touche finale à ses préparatifs. Il réunit son arsenal, 3 pistolets semi-automatiques Glock et Sig Sauer qu'il a achetés légalement. En Californie, bien qu'il ait suivi un traitement psychiatrique, cela n'a pas suffi à déclencher un signal d'alarme lors de ses achats d'armes. Elliot se prépare méthodiquement. Il enfile des vêtements sombres, presque militaires, pour se donner l'image d'un guerrier prêt à combattre une guerre personnelle. Son esprit est clair, malgré la violence de ses intentions. Elliot commence par filmer une dernière vidéo dans laquelle il expose ses raisons, à sa manière narcissique et glaçante. Son message est dérangeant, rempli de haine et de ressentiment envers les femmes et la société en général. Il parle calmement, avec une froideur calculée, détaillant son plan de vengeance. Il explique pourquoi il est temps de faire payer le monde pour l'avoir, selon lui, privé de la vie et du bonheur auquel il pense avoir droit. La première scène de ce massacre se déroule à son propre domicile, dans son appartement situé sur Seville Road, où il vit en colocation avec 3 autres étudiants. Elliot Rodgers n'a jamais développé de véritables amitiés avec eux. Au contraire, il les voit comme des obstacles, des représentations vivantes de son échec social. Pour lui, ces jeunes hommes sont un rappel constant de son incapacité à se connecter avec les autres. Et cela alimente sa haine et son désir de vengeance. Vers 18h, Rodgers attaque. Il se jette sur ses colocataires armés de couteaux. En quelques minutes, il poignarde à mort. Le carnage est d'une violence inimaginable. Les 3 jeunes hommes sont poignardés à de multiples reprises dans un excès de rage. Selon les rapports, certains de ces coups ont été portés avec une telle force que les victimes n'ont eu aucune chance de se défendre. Ce premier acte de violence pure marque le début de sa folie meurtrière. Après avoir massacré ses colocataires, Elliot Rodgers monte dans sa BMW noire, une voiture qu'il a toujours vue comme un symbole de prestige et de pouvoir, prend le volant, totalement détaché des horreurs qu'il vient de commettre. Sa voiture est chargée de munitions, de magazines supplémentaires et de son arsenal mortel. Il roule sans hésitation vers sa prochaine cible, la maison de la sororité Alpha Pi, un lieu symbolique pour lui, puisqu'il voit les membres de cette sororité comme les représentantes parfaites de toutes les femmes qui l'ont rejeté. Sur le chemin, Rodgers reste étrangement calme. Son plan est clair dans sa tête. Semer le chaos dans un lieu public, punir celle qu'il tient responsable de ses souffrances imaginées. Il arrive devant la maison de la sororité vers 21h20. Il s'arrête, sort de sa voiture et tente d'entrer dans le bâtiment. Pendant environ 2 minutes, il frappe violemment à la porte, espérant qu'on vienne lui ouvrir. Mais personne ne répond. Elliot est frustré, mais pas déstabilisé. Il passe alors au plan suivant, tirer sur quiconque se trouve à proximité. Peu après, Elliot aperçoit 2 étudiantes marchant dans la rue. Il sort son pistolet et ouvre le feu sans sommation. Catherine Cooper, 22 ans, et Veronica Weiss, 19 ans, sont touchées de plein fouet. Elles s'effondrent, blessées mortellement par les balles d'un homme qu'elles n'ont jamais rencontré. Un homme qui les considère sans raison comme ses ennemis. Une 3e femme, Bianca DeCock,
est également prise pour cible. Mais par chance, elle survit à ses blessures. Cette scène, qui se déroule en quelques secondes, est à la fois brutale et tragique. Une attaque insensée contre des innocentes. Roger remonte rapidement dans sa voiture, poursuivant sa quête de violence. Il parcourt les rues d'Isla Vista, tirant sur les piétons et même sur les passants en vélo. Ses balles frappent au hasard, transformant une soirée ordinaire en une scène de guerre. Des étudiants courent pour se mettre à l'abri, tandis que d'autres sont pris au dépourvu, ne comprenaient pas immédiatement ce qu'il se passe. Entre 21h25 et 21h35, la police est alertée et des officiers commencent à arriver sur les lieux. Ils n'ont cependant aucune idée de l'ampleur du massacre en cours. Roger est à ce moment-là en pleine course à travers les rues, tirant toujours au hasard. À plusieurs reprises, il croise des voitures de police. Dans un premier temps, les policiers tentent de le stopper avec des avertissements sonores et visuels. Mais Roger réagit par des coups de feu. Une chasse-poursuite s'engage. Elliot accélère, atteint des vitesses dangereuses et perd le contrôle de son véhicule à plusieurs reprises. Mais il continue de rouler, déterminé à semer le chaos, jusqu'au bout. À un moment donné, il est blessé par un tir de police. Mais cela ne l'arrête pas. Il reste concentré sur son objectif morbide. Finalement, lors de cette course effrénée, Roger perd définitivement le contrôle de son véhicule. Il s'écrase contre une voiture garée près de l'intersection d'El Playa. Les officiers approchent, leurs armes braquées sur lui, mais avant qu'il n'ait le temps d'intervenir, Roger met fin à sa propre vie en se tirant une balle dans la tête. Sa mort est instantanée. Il laisse derrière lui une scène de carnage indescriptible. 6 vies innocentes ont été fauchées, 14 autres personnes sont blessées, et toute une communauté est plongée dans la stupeur et le deuil. Le massacre d'Elliot Rodger a eu un impact immédiat et massif. Le lendemain, Isla Vista, généralement quartier animé et festif, était méconnaissable. Les rues étaient désertes, marquées par les traces du chaos de la veille. Les bougies et les fleurs ont commencé à apparaître sur les lieux du meurtre. Des vigiles ont été organisés en hommage aux victimes. L'ensemble du campus de l'Université de Californie à Santa Barbara était en deuil, mais aussi en quête de réponse. L'histoire a fait la une des journaux dans tout le pays et a rapidement déclenché des débats nationaux sur plusieurs questions. La santé mentale, le contrôle des armes à feu, la misogynie et la montée des communautés d'hommes isolés et frustrés en ligne, souvent appelées incel, involuntary celibate. Le profil d'Elliot Rodger a fasciné et horrifié à la fois, car il représentait un mélange de problèmes personnels profondément enracinés et de troubles sociétaux plus larges. L'un des aspects les plus troublants de l'héritage de cette tragédie est l'impact qu'a eu la figure d'Elliot Rodger sur certaines communautés en ligne. Des groupes misogynes et d'hommes frustrés, particulièrement sur des forums comme Reddit et 4chan, ont commencé à glorifier Roger, le transformant en une sorte d'icône de la résistance contre ce qu'ils percevaient comme une société injuste qui les prive de relations sexuelles et d'affection. Le terme « Saint Elliot » a même été utilisé par certains pour désigner Roger comme une figure martyre. Les experts ont mis en garde cette montée d'incel, un groupe composé principalement d'hommes qui s'identifient comme incapables d'avoir des relations amoureuses ou sexuelles et qui blâment les femmes et la société pour cette situation. Roger, dans son manifeste, incarnait exactement cela. Son manifeste est devenu une source d'inspiration morbide pour d'autres individus partageant le même ressentiment. Plusieurs personnes se sont réclamées de son idéologie après avoir commis des actes violents et cette culture en ligne qui prône la haine et la violence contre les femmes s'est intensifiée au fil des années. L'idée qu'Elliot Rodger puisse être vu comme un martyr a profondément troublé les analystes sociaux. Comment un jeune homme, certes marginalisé et perturbé, peut-il être érigé en héros dans certaines communautés ? Comment un massacre aussi brutal peut-il être glorifié par certains et même justifié au nom de la revanche sociale contre les femmes ? Cela a soulevé des questions inquiétantes sur l'influence d'Internet et de certaines idéologies numériques sur des esprits vulnérables. L'ampleur de la réponse sociale et politique à cette tragédie n'a fait que souligner l'urgence de ces questions. Les discours sur la prévention de tels actes ont été multipliés, mais les solutions concrètes ont, dans une large mesure, tardé à se concrétiser. Un autre aspect crucial de l'héritage d'Elliot Rodger est la question de la santé mentale. Des enquêtes menées après le massacre ont révélé que Roger avait eu des antécédents de troubles psychologiques importants.
Il avait reçu des soins psychiatriques dès son adolescence et avait été suivi par plusieurs thérapeutes au fil des années. Pourtant, malgré ces interventions, ses pensées violentes et ses ressentiments n'ont jamais été totalement diagnostiqués comme étant une menace sérieuse. De nombreux psychiatres qui ont analysé ces cas post-mortem estiment que la complexité de ces troubles, incluant probablement des symptômes de troubles de la personnalité narcissique et de dépression profonde, n'a pas été suffisamment traitée. Bien qu'elle ait bénéficié de soins, l'efficacité de cette dernière a été remise en question. Il semble qu'Elliot Rodger ait réussi à dissimuler une grande partie de son malaise profond, ce qui a conduit à une sous-estimation du danger qu'il représentait. Cela soulève des questions cruciales sur la manière dont la société aborde la santé mentale, en particulier chez les jeunes hommes qui ont des difficultés sociales et émotionnelles. Pourquoi n'a-t-il pas été davantage surveillé ? Comment est-il possible qu'une personne aussi instable ait pu se procurer des armes à feu aussi facilement ? Ce sont des questions qui ont divisé le public et les experts pendant des mois, voire des années après les événements. La question des armes à feu a également été au centre des discussions postérieures au massacre. Elliot Rodger avait acheté ses armes de manière parfaitement légale, et cela malgré ses antécédents psychiatriques. En Californie pourtant, des lois strictes existent pour limiter l'accès aux armes à feu à ceux qui représentent des signes de troubles mentaux graves. Mais dans le cas de Rodger, ces lois n'ont pas suivi. En effet, bien que ses parents aient plusieurs fois signalé ses comportements étranges et dangereux, il n'avait jamais été formellement hospitalisé ni jugé comme étant un danger imminent par un tribunal. Les défenseurs du contrôle des armes ont vu dans ce nouveau cas un exemple de la nécessité de renforcer les lois sur la possession d'armes, en particulier en ce qui concerne les personnes présentant des signes de troubles mentaux. Des propositions de loi ont rapidement été formulées à la suite de cette tragédie, notamment la loi Gun Violence Restriction Orders, GVRO, ou ordonnance de restriction de la violence par arme à feu. Celle-ci permettrait à des membres de la famille ou à des forces de l'ordre de demander la saisie des armes d'une personne jugée dangereuse. Cette loi, bien que controversée, a été adoptée en Californie quelques mois après la tuerie. Cependant, la législation fédérale, quant à elle, n'a guère évolué. Le débat sur le contrôle des armes à feu reste l'un des plus polarisés aux États-Unis. Après chaque massacre, les mêmes discussions reviennent. Certains réclament un durcissement de loi, tandis que d'autres soutiennent que les armes à feu ne sont pas le problème, mais que c'est la santé mentale qui doit être davantage prise en compte. Et la tuerie d'Isla Vista a amplifié ces tensions sans qu'une solution nationale durable ne soit trouvée. Et c'est comme ça que cette terrible histoire se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous aura plu, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre terrible histoire.